Sihanouk. Chapitre 15. Ted Brown's Show. C'est une vague de fond à laquelle on assiste ce samedi. 5 jours se sont écoulés depuis qu'Iko Quetzal a propulsé le décret d'Anayoc à la face du monde, et 96 millions d'individus issus des 5 continents sont disposés à verser $1 pour récompenser le meurtrier du milliardaire. En moins d'une semaine, ce méga buzz est devenu l'événement historique de l'ère numérique. Surveillant la croissance du monstre qu'elle a engendré, la jeune femme de Pound Inlet, rendue quelque peu paranoïaque, a pris la précaution de s'installer chaque jour dans un cybercafé différent afin de ne pas éveiller de soupçons sur sa personne. Cette fois-ci, c'est dans un établissement du quartier italien qu'elle reprend sa lecture des articles publiés et des diverses réactions politiques qui se font entendre. À Washington, un groupe de sénateurs républicains accuse les médiateurs de Facebook de ne pas faire leur boulot. Steve Robinson, patron de Facebook, justifie sa décision de conserver l'annonce en ligne, arguant qu'aucun des mots-clés impliquant la suppression d'un contenu n'est utilisé dans cette publication. Quoi qu'il en soit, il se félicite d'avoir honoré la parole donnée à Larry, car le buzz des étoiles renforce la puissance de son réseau. Depuis sa création, jamais autant d'annonceurs publicitaires ne s'étaient à ce point précipités dans ses bras. Apprenant que Larry Jebb sera ce soir même l'invité du Ted Brown's Show, Anayoc s'invite à passer la soirée chez Sipi. « On dirait que tu n'as que cette histoire dans la tête. Je ne veux pas louper ça, ça m'intéresse. » Confortablement installés avec force coussin, les deux amis dînent sur un plateau en regardant défiler les spots publicitaires. Sur un générique digne d'un péplum hollywoodien, Ted Wright, vêtu de son célèbre costume bleu électrique, salue les téléspectateurs en souriant de toutes ses dents factices. Lui et son invité se font face dans les fameux fauteuils fauves où se sont assis tant de célébrités. Larry Jebb, portant t-shirt et veston noir, chaussé de baskets rouges, affiche l'air détendu propre aux stars familières des prestigieux plateaux de télévision. Nul besoin de présenter celui qui rend à l'Amérique la grandeur et la puissance dont rêve chaque citoyen de notre pays. Nul besoin de rappeler aux millions de téléspectateurs du Ted Brown's Show l'insolente success story de celui qui est assis ce soir devant moi, devant vous. Le garçonnet trop intelligent, régulièrement battu par les élèves de sa classe, le surdoué de l'informatique et de la finance, cet homme, la plus grande fortune de notre pays et fleuron de notre industrie, s'est réveillé lundi dernier en découvrant, comme nous, la véritable fatwa qui s'est déclarée à son encontre. Bonsoir, Larry. Pas trop meurtri? Bonsoir, Ted. Un peu triste, dirons-nous. Mais vous savez, je suis pas de ceux qui craignent la bêtise car je ne connais que la pensée positive. Au passage, je tiens à remercier, s'ils m'écoutent, les obscurantistes rétrogrades qui veulent ma mort pour l'immense publicité qu'ils m'offrent. Je n'aurais jamais osé en espérer tant. Depuis jeudi à midi, l'action Space Empire a pris 7,3%, celle de Watt Automobile 5,2%. C'est une excellente nouvelle, car travailler comme je le fais à la décarbonation et à l'exploration spatiale nécessite des capitaux considérables. Larry fixe l'objectif de la caméra avec l'assurance bonarde des vainqueurs par nature qui expriment l'évidence de leur talent en écartant les mains, en haussant les sourcils et plantant un sourire définitif d'une oreille à l'autre. Bien, Larry, plus concrètement, qui croyez-vous qui se cache derrière cette condamnation à mort? Vous savez, il y a 2 sortes de gens, ceux qui parlent et ceux qui font. Quand on s'engage pour l'amélioration du monde, on rencontre nécessairement des nostalgiques. C'est dans l'ordre des choses. En 1875, dans la vieille Europe, quand les premiers trains ont parcouru les quelques premiers kilomètres de voies ferrées, des milliers de gens se sont groupés pour faire obstacle aux monstres à vapeur, trop rapides à leur goût. Il y a de quoi rire, non? Qui accepterait aujourd'hui de mettre 2 mois pour traverser le pays? La vitesse nous a permis de vivre 3 vies en une seule. Qui s'en plaindrait? Cette réalité n'est pas discutable. En discuter est donc une perte de temps, et je ne suis pas professeur de philosophie. Seule m'intéresse l'action concrète. Je ne saurais répondre à votre question, Ted. Soit les gens qui m'en veulent sont jaloux de ma réussite, soit ce sont les derniers survivants néandertaliens qui viennent de sortir d'une grotte.
Séducteur accompli, l'invité maîtrise l'équilibre entre narcissisme et humour décontracté. Un prince de l'industrie qui a su conserver intacte sa fraîcheur d'étudiant représente une image rassurante de l'idéal américain. « Wow, folks, l'action concrète, on aime ça chez nous », intervient l'animateur vedette. « Je crois pouvoir dire que nous allons apprendre une assez fabuleuse nouvelle dans la minute qui vient. Je ne me suis pas trop avancé, je l'espère. » Non, je vous rassure, Ted, vous êtes parfait. Effectivement, je profite de mon passage sur votre célèbre show pour lancer officiellement un grand concours mondial auprès de tous les chercheurs. La fondation OxyPrize lance dès demain, 50e jour de la Terre, le plus grand prix de l'histoire en matière de lutte contre le changement climatique. 100 millions de dollars seront remis à l'inventeur de la meilleure technologie pour capturer le CO2. Dites-nous en plus sur ces machines. Il en existe déjà quelques-unes en activité, mais nous devons tout mettre en œuvre pour améliorer cette technologie destinée à capturer et stocker le carbone que notre activité émet dans l'atmosphère. Ces nettoyeuses doivent être réparties rapidement aux 4 coins du globe. Car si la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre est absolument indispensable pour enrayer le dérèglement climatique, ça n'est pas encore suffisant. Malgré l'urgence absolue, aucun gouvernement n'a réagi à l'extraordinaire potentiel de ces machines absolument magiques. Voilà pourquoi les acteurs de la Fondation ont décidé de prendre eux-mêmes en main ce qu'aucune des 23 COP n'a été capable de produire. L'un des plus éminents botanistes européens, Francis Halley, ne tient pas le même discours. Selon lui, aucune machine n'atteindra la puissance purificatrice des forêts primaires qu'il veut faire pousser sur des millions d'hectares. Que pensez-vous de cette solution ? C'est une solution ridicule et comique. Nous sommes autant des machines intelligentes, pas autant des dinosaures. Voilà qui est dit. Je vous laisse la conclusion de cet entretien. Merci, Ted. Les internautes qui veulent ma peau feraient un meilleur calcul concernant la survie planétaire en finançant les recherches de capture de CO2 plutôt que de payer pour ma mort. L'émission terminée, l'invité signe quelques autographes pour les techniciens et quitte les studios. Dans sa voiture aux vitres teintées qu'il conduit lui-même en direction de sa demeure de Bellevue, il se félicite des bons points qu'il vient d'engranger comme bienfaiteur de l'écologie. Grosse audience d'après Ted, se dit-il tout haut en débouchant du parking souterrain. Bon boulot, mon coco. C'est pas du Greta Thunberg, ça. C'est du bon gros Larry qui rapporte du bon gros pognon, comme on aime. Les usines à sucer le carbone, c'est moi qui vais vous les vendre. À Chispa Camp, où elle se trouve seule pour son ultime week-end, Ilwen éteint la télévision, tel générique de fin du Ted Brown Show. Je déteste ce mec. Un voleur de terre. Il sait tout sur tout. Il prévoit tout avant tout le monde. Il prend toute la place. Il prend tout. Un voleur. Il pourrait vendre des fausses montres sur le marché. Sa mauvaise humeur lui donne faim. À la cuisine, elle trouve la salade composée qu'a préparée Zapatina. Pieds nus, portant un survêtement, elle s'installe sur un des fauteuils du petit salon qu'on a placé près du plateau de tournage. Il y a là une table basse placée hors du cercle des sièges sur laquelle elle prend son repas. Rassasiée, elle va chercher son couteau. Le seul qu'elle ait, le beau couteau qu'elle a reçu pour ses 15 ans. Avec son beau manche poli et sa lame élégamment courbée, solide et tranchante, il est le compagnon discret dont elle prend soin et qu'elle n'égare jamais. Depuis son arrivée, elle a passé quelques soirées solitaires, à façonner un petit wéhé dans le morceau de bois de Raouli bien dur qu'elle avait emporté avec elle, juste pour le sentir au creux de ses mains. Il sera terminé lorsqu'elle commencera à bâiller. Les petits copeaux tombent sur le verre épais de la table et autour de ses pieds. Dehors, quelque part dans les arbres dont on ne voit que les cimes d'encre noire, un oiseau de nuit pousse quelques cris qui traversent la nuit. La concentration nécessaire à l'ouvrage suspend le temps de l'artisane et l'emporte dans ses pensées. Elle voit le bas du vallon où coule la rivière. C'est là qu'elle compte construire les petites maisons avec les poules, les chiens, les chèvres et qu'on parquera les chevaux. Elle rêve aux pommes de terre qu'on ramasse avec les doigts noirs, aux enfants qui jouent, au moment du tambour. Elle voit l'aube qui se lève, laissant deviner le cône du volcan.